Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'AS Monaco. C'est pas un club dont je parle beaucoup sur ma chaîne, mais là je me suis dit, ok, Monaco, ils sont quand même leaders à la trêve automnale devant le Paris Saint-Germain, à 2 points devant le Paris Saint-Germain. Bon, là, à l'instant où j'enregistre la vidéo, Monaco a fait match nul contre Lille. Paris, s'il venait à gagner contre Strasbourg, reprendrait la tête de la Ligue 1. Mais voilà, à l'instant T, en tout cas, au moment où j'ai voulu tourner cette fameuse vidéo sur Monaco, je me suis dit, ok, Monaco est leader. Et c'est vrai que ça a pris un peu de temps parce que Monaco, c'est pas une équipe que je regarde beaucoup, mais donc du coup, je me suis rattrapé pas mal de matchs et ça a confirmé mes pressentiments d'une équipe qui est super agréable à voir jouer. Donc voilà, donc on est ensemble pour une dizaine, une quinzaine de minutes. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo. Bref, tu connais la chanson. Puis on est parti pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc Monaco, ils sont premiers de Ligue 1 avec 19 points. 2 points devant le Paris Saint-Germain qui se classe deuxième avec 17 points. Différence de but de plus 10 pour Monaco, plus 15 pour Paris. Donc si Paris s'impose ce soir, Paris reprendrait la tête de la Ligue 1. Pardon, Monaco du coup avec la défaite. C'est plutôt une défaite, mais match nul face aux LOSC qui sont à 20 points, 17 pour Paris. Donc si Paris venait à gagner ce soir, il serait également à 20 points, mais à la différence de but, Paris serait devant. Donc à 18h, il arrive l'été dernier, en 2023, à la tête de l'AS Monaco. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'il est à la tête de l'AS Monaco, et pour sa première année à la tête du club du Rocher, il a été deuxième avec 68 buts marqués pour seulement 42 encaissés. Donc encore une fois, plus de buts marqués que de buts encaissés. C'est pareil, cette saison, c'est même beaucoup mieux avec une différence de but de plus 10 déjà alors qu'on est seulement à la 8e journée de Ligue 1. Puis on va voir par la suite, Monaco, c'est une équipe qui est très très forte défensivement, mais c'est une équipe, on va le voir, qui est super bien équilibrée. Donc lors de la première saison d'A18h, ils ont été deuxième avec quand même 6 points d'avance devant Brest, 8 sur Lille et 12 sur Nice qui était cinquième. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui a très très bien marché, assez régulière, avec de la qualité finalement à chaque poste. Et puis cette année, c'est premier de Ligue 1, à l'heure encore une fois où je m'enregistre. Et puis au pire, ça sera deuxième de Ligue 1. Mais voilà, ça dit-il le PSG. Et puis honnêtement, je trouve que ça fait du bien de ne pas avoir tout le temps le Paris Saint-Germain en tête. Alors on sait que, selon toute vraisemblance, ils devraient finir champion au vu de la qualité de leur effectif. Même si pour moi, le PSG cette année, c'est beaucoup moins bien. Mais ça fait du bien, je trouve, même si je ne supporte pas l'AS Monaco, de voir un autre club que le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. Rien que pour le suspense, ça fait du bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas évoquer l'AS Monaco. Puis on rentre maintenant dans le vif du sujet, à savoir pourquoi Monaco finalement est premier, quelles en sont les raisons, les causes. Puis voilà. Donc en premier lieu, évidemment, ce qui frappe, c'est le collectif. C'est une équipe qui fait les efforts les uns pour les autres. C'est pas l'équipe forcément la plus sexy à avoir joué. Je pense c'est pas notamment une équipe comme Lens, par exemple, sous Francaise, une équipe comme, j'en sais rien, Arsenal ou Brighton de Roberto De Zerbi. Bref, mais voilà, c'est une équipe qui est quand même plaisante à avoir joué. Et une chose qui frappe en premier, et je vous le mets sous les yeux, c'est l'efficacité défensive. Donc on voit que Monaco est tout en bas. Donc à chaque fois j'ai mis la possession dans l'axe des abscisses parce que je me suis dit voilà, pour un peu avoir à chaque fois une base fiable sur laquelle se baser. C'est une équipe qui a quand même pas mal de possession et qui est très efficace défensivement, qui ne concède que très peu d'occasions. Et puis le deuxième graphique que je vais vous mettre sous les yeux, c'est une équipe tout simplement qui remporte un nombre de duels assez incroyable, je crois plus de 2 duels sur 3. Donc c'est quand même assez incroyable, et on voit tout simplement qu'encore une fois qu'ils sont tout en haut, si on se fie uniquement à l'axe des ordonnées, puisque en possession, voilà, on va prendre Saint-Etienne qui va en avoir beaucoup moins, ou des équipes en Reims qui vont avoir beaucoup moins de possession que des équipes comme, je sais pas, le Paris Saint-Germain, Marseille, l'OL ou le LOSC par exemple, voilà. Donc voilà. C'est une équipe, donc encore une fois, qui est très forte défensivement. Et puis là, je vous mets un petit comparatif des deux défenseurs centraux, à savoir Salisu et Kerrer. Et ce qui est bien dans cette défense centrale, c'est que tu as, dans sa défense tout court même, c'est que tu as des profils qui sont variés avec des pistons qui sont assez offensifs, qui sont pas dégueulasses défensivement, pardon, même si ça reste un peu parfois brouillon. Et puis tu as surtout deux défenseurs centraux qui sont super complémentaires. T'en as un qui n'est pas dégoûtant défensivement, mais qui est super fort à la relance. Je parle de Salisu, ce fameux central gaucher relanceur que l'AS Monaco a. Et c'est vrai que finalement, et je suis bien placé pour en parler, vu qu'à l'OL on cherchait un défenseur central gaucher relanceur. On a une Nakate, c'est pas forcément le mieux. Mais voilà, en tout cas, Monaco a Salisu. Moi, personnellement, je le voulais à l'OL avant qu'il signe à Monaco. Et voilà, on comprend pourquoi, parce que super saison de Salisu, même s'il est revenu blessé du rassemblement international. Et puis de l'autre, tu as un super leader, un joueur qui était peut-être un peu en perte de vitesse,
à West Ham, mais qui revient super bien du côté de l'AS Monaco, un vrai leader. Tu sens que voilà, c'est le vice-capitaine, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est vrai que défensivement, bah, ça fait le taf. Et encore une fois, comme vous voyez sur le graphique, bah, c'est vrai qu'on a des profils qui finalement qui se complètent assez bien. Deuxième graphique que je vous mets sous les yeux maintenant, c'est la comparaison de Denis Zakaria et de Lamine Camara. Donc pour moi, deux joueurs qui ont un abattage énorme, quoi, tout simplement. C'est un régal de les voir évoluer ensemble. L'un qui est plus en mode regista, à savoir Zakaria, mais qui est très fort physiquement dans les duels aériens. Et puis même parfois qui se projette, hein, quelque chose que j'aime beaucoup. Après, je vais vous mettre sous les yeux la comparaison entre Denis Zakaria et Nemanja Matic, parce que je trouve que c'est deux joueurs qui se ressemblent vachement dans la façon de jouer, avec un peu deux joueurs qui sont regista, mais qui peuvent également aller presser un peu plus haut. Je pense notamment à Denis Zakaria, un peu moins pour Nemanja Matic. Nemanja Matic, je préfère un peu parfois progresser avec la balle le long du terrain. Mais voilà, je trouve que c'est deux joueurs très, très similaires et ça se voit d'ailleurs dans les statistiques. Donc dans les statistiques, on voit que Zakaria il fait un peu plus de passes progressives. D'ailleurs, ça m'étonne parce que Nemanja Matic, il en fait pas mal à l'OL. Voilà, un peu plus de passes clés pour Nemanja Matic. Bon, là, c'est pas leur rôle non plus de créer le jeu. Et puis voilà, on voit que c'est vrai que Nemanja Matic est assez régulier dans tout ce qui est carrying et dans les passes vers l'avant. Mais voilà, on voit quand même que c'est deux joueurs qui sont très, très bien répartis. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, je me suis dit, voilà, un petit comparatif, ça pouvait être sympa. Et puis concernant Lamine Camara, c'est vraiment le profil box-to-box que bah, tout le monde rêve d'avoir dans son club. Pour moi, voilà, c'est le 4-2-3-1 de l'AS Monaco avec Minamino en 10 et les deux ailiers qui sont Ben Seguir qui fait une saison excellente, on va le voir après. Mais également Akliouche qui a fait un match exceptionnel contre le Barça. Bah, finalement, ce 4-2-3-1, il est super bien adapté. Et ce double pivot Denis Zakaria, Lamine Camara, finalement, c'est le parfait équilibre entre l'aspect défensif qui est plutôt du côté de Denis Zakaria et puis la projection qui est du côté, et puis également un peu l'aspect défensif quand même de Lamine Camara qui en fait plus que au FC Metz pour moi. Dites-moi, supporter monégasque, ou en tout cas suiveur du Sénégal avec Lamine Camara d'ailleurs qui est excellent avec le Sénégal, si je me trompe ou pas. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas c'est vraiment le parfait équilibre avec un Minamino qui est plus un ailier, on va dire, qui peut jouer évidemment 10 hein, et qui est très bon à ce poste-là également. Et finalement, je trouve qu'à l'AS Monaco, on a les joueurs parfaits pour jouer un 4-2-3-1. Je trouve qu'ils sont tous à leur meilleur poste. Après, c'est vrai que le 3-4-3, il l'a essayé, je crois, face à Rennes, si je ne dis pas de bêtises, avec une victoire de 1. C'est un système qui marche également avec Thésée que tu peux mettre un peu plus en central droit, mais surtout Singo, où tu aurais une défense Singo, Salitsou à gauche, et puis en centrale Kerrer. Et puis pour finir avec l'aspect collectif, c'est vraiment une équipe qui fait les efforts les uns pour les autres. On le voit avec une équipe de leaders. Je pense notamment à Thilo Kerrer en défense centrale. Je pense à Denis Zakaria, évidemment, qui est le capitaine naturel. Et je trouve à 18h a bien fait de lui donner le leadership. Et puis en 9, il y a Mbolo, je trouve aussi qu'il a pas mal de bouteilles, même si il fait pas un bon début de saison, je trouve. Voilà, il y a vraiment une belle équipe. Et puis tu as t'as les petits jeunes. Et là, finalement, c'est là qu'on commence à avoir l'aspect individuel. Bah, tu as des joueurs individuellement qui sont super forts. Je pense en premier lieu à évidemment Ilyes Benseguir, qui est pour moi le meilleur monégasque de ce début de saison. Tu as toujours les Caio Henrique et les Vanderson qui sont toujours très très bons. Vanderson qui est appelé avec le Brésil notamment. Caio Henrique qui n'est pas appelé, je ne comprends pas pourquoi. Parce que je vois par exemple un Abner qui est appelé alors qu'Abner est beaucoup moins bon que Caio Henrique. Donc voilà, je ne comprends pas. Peut-être les blessures. Voilà, bon, après, tu as Ouattara en doubleur de Caio Henrique, c'est quand même moins bien, mais ça reste un joueur qui est assez jeune et qui reste à polir. En latéral droit, tu as Jordan Thésée qui est quand même loin d'être un peintre. Voilà, tu as Singo qui peut dépanner à ce poste également. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau latéraux, tu es assez bien fourni. Tu as Akliouche qui est également très bon en ailier droit, c'est un peu ce joueur créatif, un peu à la Ryan Cherki finalement, hein, si on devait comparer un joueur Ligue 1, peut-être aussi Romain Del Castillo. Voilà, je trouve c'est assez intéressant. C'est pas un joueur qui est forcément très explosif, mais il a une vista exceptionnelle et je trouve que c'est un joueur ô combien sous-coté qui mériterait d'être appelé en équipe de France quand on voit le manque de joueurs créatifs au milieu de terrain en équipe de France. C'est vrai que les Rabiot, les Zaïre Emery, tout ça, c'est des joueurs qui ne sont pas créatifs. Mais voilà, je pense qu'un mec comme Akliouche, par exemple, pourrait totalement sa place en équipe de France. Et puis, Ben Seguir, je trouve, pour finir, c'est un joueur qui est assez exceptionnel. Il est aussi fort défensivement qu'offensivement. Alors, je grossis un peu le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. Il fait pas mal de retours défensifs, et pour le nombre de retours défensifs qu'il fait, je trouve qu'honnêtement, ses stats offensifs sont vraiment très bonnes. Bon, là, je les ai plus en tête, mais voilà, en tout cas, ce qu'il propose sur le terrain, je trouve, c'est vraiment
très fort. Il est élu homme du match, je sais plus, là encore une fois face à Lille, même si le match était assez ennuyeux. Je trouve que c'est l'un des seuls à apporter perpétuellement du danger. Les frappes de loin, elles viennent de lui face au FC Barcelone, il a été très bon. Donc voilà, donc c'est vrai que collectivement, c'est vrai que tu as des bons joueurs et du coup, individuellement, comme on vient de le voir, tu as des superbes individualités. Même si voilà, tu as des joueurs qui, attention, et ça c'est un peu les red flags, je trouve que tu as quelques joueurs qui sont un peu moins bons. Je pense notamment à Minamino, je reste un peu sur ma faim. Il n'est pas assez efficace pour moi, il devrait marquer un peu plus. Voilà, ça c'est un peu mon petit point noir. Et puis évidemment, tu as des points négatifs, donc à commencer par les blessures avec la blessure de Folarin Balogun, qui va être blessé pour 2 mois, il revenait bien, c'est dommage. Et pour moi, peut-être le petit red flag, il est là, c'est l'absence de vrai numéro 9, du numéro 9 qui peut planter 15, 20, voire plus de buts. C'est vrai qu'avec l'absence d'Mbappé, le trophée du meilleur buteur est plus que jamais remis en jeu cette saison. Et voilà, je pense que pour moi, le red flag de Monaco, il est là, et puis cette capacité, ou plutôt cette incapacité à convertir les occasions qu'ils ont. Je trouve le match de Lille en est un parfait exemple hier. T'as un Monaco qui se doit de tuer le match maintes et maintes fois et finalement Thésée prend un carton rouge idiot et Monaco n'arrive pas à marquer le moindre but. Donc voilà, c'est vrai que dans le jeu, avant d'arriver devant le but, je trouve que Monaco est très très fort. Finalement, on a un Monaco qui, là, en expected goals, est aux alentours de 2, je crois, et qui a pourrait pareil en but sans les expected goals. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un peu biaisé parce que quand tu regardes les matchs, tu t'aperçois que Monaco se crée des situations qui sont pas forcément pensées comme des expected goals par les stats. Et qu'en tout cas, toi sur le terrain, tu te dis ah, c'est dommage quand même, ils vendangent beaucoup, mais c'est pas forcément considéré comme des expected goals. Donc voilà, attention à pas non plus se référer que sur les stats. Donc si j'avais finalement à faire le bilan de ce Monaco d'à 18h version 2024-2025, je dirais que c'est une équipe qui est assez agréable à avoir joué, qui a un fâcheux problème à ne pas convertir ses occasions, défensivement qui sait très bien faire le dos rond, et ça c'est diablement important quand on sait le nombre d'équipes qui ont perdu des points parce qu'elles ne savaient pas faire le dos rond défensivement. Je pense notamment à Brest l'an dernier, mais surtout à Lille il y a 2 ans, sous Fonseca qui a perdu un nombre de points incalculable en étant mauvais défensivement. Et finalement, les points positifs, c'est finalement que Monaco est une équipe qui est équilibrée, qui a un banc finalement assez phénoménal. Tu as des individualités qui sont tout simplement exceptionnelles, tu as du talent à chaque poste. Chaque poste est quasiment doublé. J'ai oublié de parler de Golovin, mais il est également là pour concurrencer Minamino. Et pourquoi pas le faire rentrer plus tôt dans le match ou même le voir piquer la place de Minamino. Parce que je pense que Golovin, c'est un joueur l'an dernier qui a montré toute l'étendue de son talent avec une superbe saison. Je vois pas pourquoi il ne referait pas la même saison cette année, surtout qu'il connaît la Ligue 1. Donc voilà. Et évidemment, en Ligue des Champions, avec les victoires face au Barça, ça t'a aidé à prendre confiance. Donc voilà, je pense qu'à long terme, malgré l'absence de numéro 9, je pense que le danger vient de tous les côtés avec un Ben Seguir et un Akliouche qui sont vraiment très bons. Donc voilà, je suis pas inquiet pour Monaco. C'est vrai qu'au mercato d'hiver, j'irai peut-être chercher un peu plus de profondeur de banc au poste derrière Lamine Camara, parce que c'est vrai qu'avec Magassa, derrière, t'as pas beaucoup de possibilités. Tu peux faire jouer Golovin un peu plus bas, là on l'a vu face à Lille notamment. Mais voilà, j'irai peut-être chercher un milieu de terrain un peu box-to-box pour suppléer Lamine Camara. Et puis forcément un avant-centre, parce que même si Folarin Balogun est blessé que 2 mois, t'as Ili Nikena qui est là, mais c'est encore un jeune joueur. Donc moi je pense que je dirais peut-être chercher 7 avant-centres qui peut vraiment te faire passer un cap. Ça reste comme mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous êtes supporter monégasque. Et puis on s'approche déjà de la fin de cette vidéo. Donc si tu l'as aimé, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire et le partage. Encore une fois, je parle de l'AS Monaco, mais ce n'est pas mon club. Donc je ne connais pas tous les, tous les détails de ce club sur le bout des doigts. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire un commentaire si vous aimez la vidéo, un petit pouce bleu, le partage et l'abonnement avec la cloche si tu as bien aimé la vidéo. Ça fait toujours super plaisir et c'est toujours super important. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team!